Alors les Russes voulaient forcer les Ukrainiens à dégarnir le front du Donbass, on l'a évoqué tout à l'heure, avec ces opérations autour de Kharkiv, et ça a marché, on l'a vu il y a quelques instants. Mais ces mouvements de troupes ont peut-être eu une conséquence inattendue pour les Russes. Des centaines de leurs soldats sont morts, des milliers même, et surtout peut-être une possibilité pour les Ukrainiens de passer de la défense à une vraie contre-offensive dans la zone. Alors ça, on va en parler dans un instant, vous allez dire les uns et les autres ce que vous en pensez. D'abord sur les combats en eux-mêmes, écoutez le témoignage de ce soldat. L'officier qui nous commandait n'arrêtait pas de crier à la radio « En avant, avancez !» Évidemment, personne ne pouvait partir jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 5 à 10 personnes dans le groupe. Il nous empêchait de nous replier. La moitié des blessés a été évacuée, tous ceux que je connaissais. D'une centaine d'hommes, il n'en restait plus que 12. Des nouveaux groupes étaient envoyés, ils n'avaient pas été bombardés. Avec seulement 4-5 jours d'entraînement, ils étaient envoyés à l'assaut le matin. Ils ne tenaient même pas le temps de passer 2 maisons. Ils étaient décimés par les mitrailleuses, ou alors ils étaient tués par des drones. Quand ils se rassemblaient, il n'en est resté que 5 ou 6. C'était juste de la chair à canon, et ils criaient tout le temps « Allez-y, continuez, avancez, avancez !» Je ne sais pas comment ça va finir, si je vais survivre ou mourir, je ne sais pas. Général, il est incroyable ce témoignage, ça veut dire qu'ils étaient des appâts pour attirer les Ukrainiens, en fait, simplement. C'est ce qu'on dit depuis le début de cette guerre, c'est qu'en fait les Russes, effectivement, utilisent leur masse humaine pour tenter de progresser, au risque de perdre, et ils en perdent, beaucoup de soldats. Face à les Ukrainiens qui tiennent leur position, et on voit bien effectivement la Russie incapable en fait de progresser au-delà de quelques dizaines voire centaines de mètres, mais au prix de nombreux soldats russes tués. Ça veut dire que c'était voué à l'échec cette opération à Kharkiv, parce que aussi on a commencé à s'imaginer que effectivement le but n'était pas de prendre Kharkiv. Quand on lance une offensive, elle n'est jamais forcément vouée à l'échec. En tous les cas, on espère toujours qu'elle débouche. Est-ce que les Russes avaient pris toutes les mesures pour permettre à cette offensive de déboucher et d'être victorieuse? J'en sais rien. Toujours est-il que il est vrai qu'ils ont progressé. Il est vrai qu'ils atteignent Kharkiv grâce à leur artillerie et qu'ils détruisent en grande partie Kharkiv. Maintenant, est-ce qu'elle a échoué? En tous les cas, s'est arrêtée visiblement grâce, j'allais dire, à la ténacité et à la volonté des soldats ukrainiens. Qu'est-ce qu'il en est? Parce que, en fait, pendant ce temps-là, c'est ce qu'on racontait tout à l'heure, c'est qu'en fait, ils ont dégagé le front ailleurs, on parlait de Tchassiv Yar, et que c'est l'occasion, en effet, les Ukrainiens sont insuffisamment nombreux. Il faut reconnaître qu'ils n'ont pas encore mobilisé la tranche d'âge de 18-25 ans, mais ils sont insuffisamment nombreux pour tenir tout le front qui fait 1000 km. Et donc, derrière, quand on fait face à une offensive russe, eh bien, on va déployer, on va détourner des forces pour répondre à cette offensive, mais dans le même temps, j'allais dire, on libère ou on allège bien sûr une autre partie. Mais Catherine, en fait, cette bataille de Kharkiv, elle a commencé il y a quoi, 2 mois, hein, c'est ça ce que nous disait Brandon tout à l'heure, début avril. Force est de constater que ce front-là, on vous a préparé des cartes. C'est le statu quo, hein, depuis quelques semaines, quelques jours, quelques semaines. Enfin, c'est pas qu'il se passe plus rien, il se passe beaucoup de choses, mais les lignes ne bougent pas. Et dans le même temps, du côté de Tchassiv Yar, c'est très dur, mais les Russes ne parviennent pas encore à prendre la ville. Voilà, regardez, entre le 18 mai et le 3 juin, il se passe 3 semaines quand même. Bon, il n'y a pas grand-chose qui a bougé. Ça veut dire que les Ukrainiens, en infériorité numérique, en infériorité d'artillerie, en infériorité de munitions, tiennent, en fait. Ils ont quand même pas mal résisté. Alors, les Russes ont pris à peu près 800 km², hein, ce qui, évidemment, n'est pas grand-chose par rapport à la superficie totale du pays. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ils ont quand même réussi à prendre quelques territoires. La difficulté, c'est de savoir exactement ce qu'ils ont à l'esprit, parce que c'est vrai que les Ukrainiens eux-mêmes ont été perturbés par cette offensive sur Kharkiv, parce qu'évidemment, ils ne pouvaient pas laisser la deuxième ville du pays tomber entre les mains des Russes. Mais quand même, dès le début, ils se sont rendus compte que les Russes n'avaient de toute façon pas les moyens de prendre une ville aussi grande, et qu'effectivement, c'était plutôt un piège pour attirer les troupes qui étaient plus au sud et dégarnir cette fameuse région de Tchassiv Yar qui est très importante pour Kramatorsk, etc. Mais leur manœuvre n'a pas fonctionné à 100%, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'en effet, ils ne réussissent pas à progresser de manière assez importante du côté de Tchassiv Yar, qui est leur objectif pour après. Souvenez-vous, quand en septembre 2022, Vladimir Poutine a dit qu'il annexait
les 2 oblasts, il a dit bien dans les frontières administratives. Absolument, donc c'est ça l'objectif pour que Vladimir Poutine n'ait pas à se désavouer lui-même. Mais pour l'instant, effectivement, et puis il faut savoir que quand même il y a des armes qui sont arrivées là quand même ces derniers jours, donc ça aide quand même les Ukrainiens à résister, même s'ils ne sont pas assez nombreux. Alors, Joséphine, la question qu'on se pose, effectivement, c'est est-ce qu'il n'y a pas une opportunité pour les Ukrainiens? Alors, ce n'est pas nous qui le disons, ce sont des 1000 blogueurs russes qui se posent la question, en tout cas, c'est relayé par le site Meduza qui nous informe de pas mal de choses, qui est un site pro-ukrainien, donc il faut savoir ce qu'on dit aussi. Mais voilà ce que dit Meduza. Un tel transfert de forces importantes a même effrayé les correspondants militaires russes qui l'ont perçu comme une préparation à une contre-offensive des forces armées ukrainiennes visant à repousser les troupes russes des environs de Kharkiv vers la Fédération de Russie. Le transfert en question dont parle Meduza, c'est justement ce transfert du front de Donetsk, pour simplifier, vers le front de Kharkiv. On peut difficilement imaginer que les Ukrainiens aient fait différemment. Lorsque vous avez la 2e ville du pays qui est sous le feu, comme ça a été le cas des Russes pendant des jours et des semaines, on attendait effectivement, les Ukrainiens attendaient de leur armée qu'elle vienne protéger cette ville et les citoyens qui s'y trouvaient. Est-ce qu'il peut y avoir une opportunité, parce qu'on parlait tout à l'heure de chance dans la guerre, et la guerre c'est de la chance, ça peut être aussi de l'opportunisme évidemment, de voir des Ukrainiens qui pourraient essayer de récupérer du terrain, justement. Oui, d'autant que si on concentre tous les moyens, que ce soit les moyens humains et les moyens au niveau de l'armement qui est dirigé vers cette région-là, à ce point-là, ça va forcément décupler la force de l'armée ukrainienne. Donc oui, on pourrait imaginer que l'armée fasse des gains, mais il ne faut pas non plus oublier l'autre front dont on parle depuis tout à l'heure. Ce serait peut-être désavantageux, ou en tout cas une forme de statu quo, d'avoir des gains d'un côté et des pertes de l'autre. Donc la difficulté pour les Ukrainiens, c'est quand même de pouvoir être sur tous les fronts. C'est le défi que leur lancent les Russes. Et là où les Russes ont peu d'intérêt pour les vies de leurs propres soldats, puisqu'ils peuvent en envoyer autant qu'il faudra, pour les Ukrainiens c'est totalement différent. En général, vous disiez qu'ils n'avaient pas encore mobilisé leur tranche d'âge la plus jeune. Oui, les Ukrainiens pour l'instant se projettent dans l'avenir encore, avec une jeunesse qu'ils ont envie de préserver. Bien sûr. Là où on voit bien que Vladimir Poutine fait un choix différent, et d'ailleurs en plus d'envoyer toute une jeunesse sur le front ukrainien, à côté de ça il met en place une politique nataliste très virulente. Oui, bien sûr. Mais Magali, une question, parce que c'est vrai que sur ce front de Kharkiv, donc effectivement c'était les Russes qui étaient à l'initiative, qui ont forcé les Ukrainiens à remonter. On a le sentiment là que les Ukrainiens reprennent cette fois-ci l'initiative, que la tendance s'inverse, va forcer les Russes peut-être, on verra ce que ça donne, mais si effectivement ils forcent au maximum pour essayer de repousser les Russes le plus loin possible, si possible même derrière la frontière, les Russes vont dégarnir eux-mêmes le front du Sud pour aller... c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais c'est à qui prendra l'initiative l'un après l'autre finalement. En fait, il y a 2 facteurs. Il y a en effet ces réserves de l'armée ukrainienne qui ont été disposées et qui sont remontées sur le front de Kharkiv. Et puis, il y a eu quand même la décision la semaine dernière, qui est absolument clé, américaine et européenne, de laisser les Ukrainiens utiliser les armes occidentales pour aller frapper de l'autre côté de la frontière. Alors là, évidemment, on comprend à ce moment-là un peu l'inquiétude des soldats russes qui se retrouvent dans ces villes de Vovchansk et de Lipsi, et qui voient que maintenant, en fait, les Ukrainiens, avec leur frappe de plus longue portée, arrivent à toucher, en effet, Belgorod. La nuit qui a suivi l'autorisation américaine, les Ukrainiens ont tapé des batteries de missiles antimissiles S-300, S-400 dans la région de Belgorod. Donc ça a été immédiat. À partir du moment où il y avait le go de Joe Biden, immédiatement les Ukrainiens, évidemment, en ont profité et sont allés cibler cette oblast de Belgorod, qui vraiment est le cœur de la logistique de cette contre-offensive russe sur Kharkiv. Donc évidemment qu'aujourd'hui ils doivent être un petit peu inquiets. Ils ont bien vu qu'en effet il y avait notamment des troupes ukrainiennes qui étaient plutôt dans le sud, qui sont remontées en effet vers Kharkiv. Et quand même, c'est vrai, comme le disait Catherine, les armes commencent à arriver. Et les armes, elles sont d'abord arrivées à Kharkiv, avant d'arriver dans le Donbass. Donc c'est quand même aujourd'hui là où les Ukrainiens ont vraiment mis un rempart
Et alors, est-ce que derrière, ils peuvent l'exploiter? On le verra dans les prochaines semaines. Ce qu'ils voient, les Ukrainiens, c'est des troupes russes qui sont quand même en train de continuer de se masser. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, général Gomard? Est-ce que ça serait intelligent, malin de la part des Ukrainiens, effectivement, de reconcentrer là et de se repasser dans une contre-offensive? À la guerre, c'est les trois principes du maréchal Foch, c'est concentration des efforts, économie des moyens et liberté d'action. Et la concentration des efforts est absolument essentielle. C'est-à-dire qu'on va concentrer à un endroit donné en économisant les moyens, et on en a parlé tout à l'heure, et Joséphine l'a très bien expliqué. Derrière, il faut en effet percer à un endroit et de façon effectivement à réattirer des soldats russes pour leur faire face, pour libérer la pression qui est mise sur Kharkiv, c'est évident. En fait, derrière ça, c'est un espèce de jeu, c'est pas un jeu du chat et de la souris, mais en tout cas, on voit bien derrière que cette guerre est une guerre totalement transparente. En fait, c'est difficile d'obtenir un effet de surprise. Oui, donc là, on est dans un effet de vase communicant. Exactement. Parce avec un vase qui peut se remplir plus facilement qu'un autre parce que les Russes ils sont plus nombreux. Oui, c'est ça. Ils ont sans doute plus de liberté d'action au sens où le terrain est chez eux, alors qu'en face, ils se prennent des tirs d'artillerie sur d'artillerie. Ça va devenir plus compliqué pour les Russes dès lors qu'en effet, comme le soulignait Magali à l'instant, on peut tirer sur les dépôts logistiques, sur les dépôts de carburant, sur les batteries de missiles en Russie directement. Donc de fait, ça va beaucoup gêner la manœuvre logistique russe, ce qui est un point positif pour les Ukrainiens. Ce que dit Père de Jong régulièrement, Catherine, c'est le plan, il tient jusqu'à ce qu'on tire la première cartouche. Oui, c'est ça. Ensuite, ensuite, on fait en fonction du terrain, en fonction des munitions, en fonction des hommes qu'on a. C'est aussi comme ça qu'on gagne ou qu'on perd une guerre. C'est la capacité de s'adapter plus vite que l'ennemi à la situation à laquelle on est confronté. Et là, effectivement, les Ukrainiens, avec la capacité de pouvoir taper de l'autre côté de la frontière sur tout ce qui est réserve, site énergétique, logistique et bien sûr militaire, ça va quand même desserrer un tout petit peu l'étau ou la pression qu'il y a évidemment sur l'armée ukrainienne. Après, est-ce que ça suffira? Évidemment, c'est la question que se posent les Occidentaux, notamment en réfléchissant au fait d'envoyer ou pas des instructeurs sur place, de monter en puissance.